Jusqu'à 18h, les grosses têtes et Philippe Bouvard avec vous sur RTL. Bonjour, bienvenue, réjouissez-vous car dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Enrico Macias qui revient à la scène, à la chanson, à la vie et parmi nous, voici vos grosses têtes. Comme Antoine Blondin, son sport favori est celui des bars parallèles qui, dans les rues étroites, se pratiquent d'un trottoir à l'autre. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Les petites filles auxquelles il a offert des cachous deviennent très vite des grandes filles. Jacques Maillot. Bonjour. Ces coups de sang font monter la tension des ministres. Bernard Mabille. Bonjour. Elle entretient des rapports troubles avec ses spectateurs du premier rang. Chantal Latsou. Bonjour. Il aura passé plus de femmes sous cellophane qu'à la casserole. Philippe Chevalier. Bonjour. C'est vrai, je remarque, Chantal, l'attitude à la fois admirative, un peu gênée et fébrile de vos admirateurs du premier rang. Oui, je sais, oui. Ils sont toujours là. Et dont les mains sont pas toujours visibles, hein. Non, et toujours avec l'impair sur les genoux, oui, hein, le premier rang, là. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de femme. Hein. Ah ouais. Merci, ma vie. Non, mais ils sont amoureux, c'est normal. Est-ce qu'ils osent vous aborder après ou bien vous S'ils avez... veulent m'embrasser. Oui. Mais je pique un peu en ce moment. Ton deuxième prénom, c'est Gillette. Alors, dites donc, on ose à peine y croire, et ça concerne le mariage du siècle, c'est-à-dire le prince William et sa petite Kate. Vous avez pas reçu les Bristol, moi non plus. Hein. Non, on fait partie des oubliés ou des écartés. Ah oui. Alors, sa petite Kate, elle est bien nommée, sa petite Kate, parce qu'ils font la quête pour avoir un maximum d'argent. Ouais. Les parents Middleton, ils mettent en vente, parce qu'ils sont fabricants d'assiettes. Ça tombe bien. C'est vrai? Oui. Ils mettent en vente des services entiers avec à l'effigie des jeunes mariés. Ils auront elle va pouvoir lui foutre sur la gueule au bout de 2 années de mariage. C'est dommage qu'ils aient pas été écossais parce qu'ils sont appelés Mac et Kate. Mais ils auront une belle ménagère, je veux dire. Attendez, c'est formidable. Alors, c'est vrai ce que vous disiez, Bernard Mabille, sur... Souvent, oui. La vaisselle exutoire dans les ménages. Parce que je ne sais pas si ça se pratique toujours. Si, bah tiens. C'est vrai? Je suis passé aux assiettes en carton parce que... C'est moins cher. Ça fait moins mal. Chez les SDF, c'est tout en carton. Hein. Non, si, ça Non, se c'est en pratique Égypte, toujours. tout en carton. Ça existe encore, ah oui, le bris de porcelaine, le rouleau à pâtisserie. Ah non, tu sais Le ce que rouleau j'en à fais pâtisserie, un peu moins. Quand même. Mais il y a la vaisselle qui se casse pas, là. Ça s'appelle comment, cette vaisselle? Du Pyrex. Arcopal. Voilà. Tu sais ce que j'en fais du vase de ta mère? Tiens, là. Et ça y va. On mange dans des frisbees. Vous avez l'apparition d'une firme qui s'appelle Mad City Z. En fait, c'est dans la région parisienne. C'est une société qui propose des activités libératoires ou des créations d'œuvres collectives. Alors, je m'explique. Libératoire, c'est de pouvoir casser la vaisselle dans un stand qui a été aménagé pour ça. Oui, c'est de pouvoir apporter la photo de son conjoint et de la mettre au mur et de tirer dessus avec un pistolet fourni par la société. Ça les énerve. Il paraît que ça fait beaucoup de bien. Hein. Ils font ça avec les patrons. Oui, au Japon, ils font ça depuis des années. Oui, alors c'est le studio de défoulement. Mais alors là, en plus, vous avez l'organisation de batailles de polochons. C'est vrai qu'on n'est pas formé à ça. Hein. Il n'y a plus beaucoup de polochons. Moi, j'en ai fait plein. C'était des souvenirs de colonies de vacances, de pensionnats. Les batailles de polochons, c'était formidable. Oui, ça va quand on a 12 ans. Quand il y en avait un qui crevait. Ah, moi, j'aime bien encore le polochon. C'était marrant. Il y avait des plumes partout quand on les exposait. Au Conseil général de l'Île-de-France, t'as des batailles de Jean Pauluchon. Ah, de Jean Pauluchon. Pas mal non plus.
C'est marrant, je la cherchais. Ah, oui, oui. Tu cherchais Poluchon. Oui, oui, oui. Voilà. Ah, mais ma bille est un rapide. Ah, oui. Eh oui, ma femme me le reproche. Ça, c'est bien le truc, ma femme le reproche. Oui. Moi, je l'emploie aussi quand on me dit, vous ne bougez pas. Vous auriez dû être dentiste, je n'ai rien senti. Un peu de sexe. Ah, ça va nous changer. Ah oui, ça faisait longtemps. Alors là, on a découvert une catégorie de pratiquants sur lesquels on n'avait aucune lumière jusqu'à présent. Ce sont ceux qu'on a surnommés les somnambules de l'amour. C'est-à-dire qu'ils font l'amour en dormant. Monsieur Wikileaks. Monsieur Wikileaks. Oui. Ça pouvait être ça. Ça Oui. pouvait être le viol pendant que la petite dormait. Il dormait peut-être aussi. Assange, là, oui. C'est un trouble du sommeil qui est très rare, qui est assez méconnu. Oui, bien sûr. C'est un bon alibi, en tout cas. Oui, oui, c'est ça. C'est un bon alibi. Je suis somnambule, excuse-moi, je vais aux putes. C'est tout. Je connais le chemin. Attendez, c'est pas comme ceux qui s'endorment en faisant l'amour. Non, 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 non. Ah non. C'est ceux qui font l'amour en dormant. En dormant. C'est-à-dire, ils sont déjà endormis. Ils font un Et rêve. puis, il y Un a- rêve érotique, en fait. Mais alors, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Non, mais ils ne s'habillent pas, ils ne se déplacent pas, Non. ils sortent pas de Non, chez pas eux. du tout. T'imagines le mec qui dort avec son chien? Ah oui. c'est sûr que si c'est un Pékinois, dis donc. Il faut jamais réveiller les somnambules, en plus. Il paraît, mais alors pareil. c'est vrai ça? Ah non. Ah oui, il paraît que c'est très très dangereux. Parce que qu'est-ce qui peut leur arriver? Un arrêt Mais ils cardiaque? tombent. Non, c'est ils surtout tombent. que s'ils sont. S'ils sont sur le toit. Voilà, ils peuvent tomber. Ça, c'est Enfin, une tous les image. somnambules C'est ne une sont pas image sur le toit. d'Épinal, Non, non. ça, le somnambule sur le toit. Quand ils font l'amour, ils vont plutôt à la cave. Oui. Ouais. Bravo, bravo. Et ça s'appelle la sexsomnie. La sexsomnie. Alors il y a des femmes qui en sont également atteintes. Ah bon? Oh, bah ça, oui, Et ça quand tu te m'étonne tapes pas. une vieille, c'est la sexomomie. Le coup de sang de Jean-Jacques Perroni. Alors, c'est pas vraiment un coup de sang. Non, ce sont des conseils. Ce sont des conseils que je donne à Laurent Boyer pour sa nouvelle émission. Tout d'abord, le chroniqueur Vincent Ferniaud devrait nous proposer des recettes de cuisine plus rigolotes. Je propose donc les spaghettis au vin rouge. Bien présentés dans une assiette creuse, les bambins émerveillés diront avec des sanglots dans la voix « Oh, comme c'est beau, maman! On dirait le vomi de papa le samedi soir. » Ah là là. Cher Laurent, On sent l'expérience. vous avez aussi embauché Evelyne Thomas. Alors elle, il faut qu'elle revienne à ses fondamentaux, avec des sujets qui ont fait sa gloire dans la télévision populaire de qualité. Voici quelques sujets qu'elle pourrait aborder. Je sens de la touffe et c'est mon choix. Ma femme travaille à la Sécu, tous les soirs je lui comble le trou et c'est mon choix. Je mange des asperges pour pisser mauvais et des champignons pour péter lourd et c'est mon choix. Arrêtez, vous allez me faire rire. C'est pas fini. Tous les samedis soirs, pendant que ma femme et sa sœur font la vaisselle, je me tape mon beau-frère et c'est mon choix. Vous avez été aussi ressortir Pierre Bonte du Saloir, alors que lui aussi donne dans la chronique rurale rigolote. À Brouton-le-Gazon, dans l'Aisne, Monsieur Adrien Dutroux fabrique des lunettes de WC à verre correcteur qui évitent de pisser à côté. Voilà, cher Laurent, si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas. À bientôt. Bravo. Merci, monsieur Perroni. Je dois dire qu'on a bien ri, mais c'est consternant. Hein. Oui, c'est consternant. Consternant. Hein. En plus, tout est là, la vulgarité, la scatologie. C'est-à-dire Tout est là, qu'on ne tout est peut là. pas aller plus loin et il y a 1000 tons. Oui, ah oui, j'aime bien là. Ce qui est bien, c'est que quoi qu'on dise maintenant, on fera distinguer. C'est chic, hein? Alors la cerise sur le gâteau, c'est pas une information, c'est une confirmation. On avait déjà évoqué ce projet des compagnies aériennes. Et il se trouve que maintenant Air France
va inclure cette disposition dans les options qui seront proposées aux voyageurs, c'est-à-dire moyennant 50 € de plus que le tarif normal, on aura le droit d'être assis à côté de l'issue de secours. Ah oui. Ah ouais. Ça va être payant, ça? Oui, mais 50 €. moi, je prends l'avion à l'œil, je suis assis à côté d'un mari. C'est un vol alors. C'est scandaleux, ça. C'est assez scandaleux parce que, bon, en admettant qu'il y ait un crash, en admettant, ce qui n'est pas toujours vérifié, qu'on puisse sortir de l'appareil avant qu'il se mette à flamber, seuls les riches auront la vie sauve. Oui, c'est Hein? ça. S'il n'y a pas de crash, est-ce que la place est remboursée? Les 50 € sont remboursés si Oui, il si faudrait rien savoir passé. Ah, Non, alors très bonne attendez, question. il faut dire que si vous avez pris l'avion, vous le savez, la place qui est située à côté de l'issue de secours est plus dégagée. Oui, on peut étaler ces gens, on peut allonger ces gens. Voilà. Voilà, On peut on se faire peut- faire une gâterie par l'hôtesse. Oui, moi je mets l'hôtesse, elle est toujours là, donc ça fait. Oui, on est en face de l'hôtesse. Oui. Ouais. Et quand elle écarte les cuisses, on voit s'il y a une culotte ou pas. Non, écoutez, ne voyez pas toujours le bon côté des choses. Alors, une invitée surprise. On peut s'asseoir. Elle vient de consacrer un petit livre très attachant à la tournée Âge tendre qu'elle a décrit dans les coulisses. C'est Elsa Fouillac. Voilà, bonjour mademoiselle Fouillac. Et c'est une bonne idée au moment où va démarrer la énième tournée d'Âge sixième. tendre. Ça fait combien? Ce sera la 6e. La 6e. De nous avoir ouvert les coulisses de ce qui constitue non seulement une réussite artistique, mais un véritable phénomène de société. Hein. Tout à fait. Alors, au départ, tout le monde était très réticent. Voilà, disons que le projet a commencé dans une certaine incrédulité de la part aussi bien du métier que des médias. Et donc, ça a commencé en mars 2006 au Zénith de Montpellier. Qu'est-ce qu'il y avait comme vedette sur la scène? Alors, les 12 participants à la première tournée, il y avait Jean-Jacques Debout, il y avait... Il n'est pas resté debout longtemps, d'ailleurs, je crois. Hein. Mauvaise langue. Il a fait seulement la première saison, mais il était tout à fait superbe sur scène, chantait très très bien. Il y avait Franck Alamo, il y avait Richard Anthony. Il n'y avait pas les Machucambos? Los Machucambos, Ah, les tout à Machucambos, fait. moi, c'est mon groupe préféré. Il y avait Michel Thor, il y avait Lenny Escudero qui générait voilà, des standing ovations à chaque passage. Voilà, en tout une douzaine d'artistes. Et puis alors, si on fait le total aujourd'hui de tous ceux qui se sont mêlés à la tournée, on arrive à 60. Hein. Voilà, on arrive à une petite soixantaine, une bonne cinquantaine en tout cas. Il y en a qui ont refusé. Tout à fait. J'imagine que d'ailleurs chaque année, il y en a qui refusent, puisque chaque année, en fait, les artistes sont renouvelés pour les 2/3 à peu près. Donc, il faut savoir que le producteur de la tournée, donc Michel Alguet, a un système marketing très efficace. C'est que dans chaque spectacle, il distribue aux spectateurs une petite fiche de sondage et il leur demande quel artiste ils ont préféré. Ah oui, c'est sympa ça pour les pauvres Voilà. qui sont venus. Quel artiste ils auraient envie de voir sur scène. Qu'est-ce qu'ils mettent là? Dalida, non? Et donc, grâce à ça, il sait en fait qui les gens ont envie de voir. Donc, dans ces noms-là, bien sûr, il y a des gens qui se sont réclamés, qui n'ont pas accepté. Oui, par exemple, Sheila a refusé d'abord, et puis ensuite, elle a rejoint le groupe. Hein. Voilà, elle avait été sollicitée dès les débuts. Alors, vous dites que tout le monde est très gentil, personne ne jalouse personne, qu'il y a un climat extraordinaire dans les coulisses. Ah, c'est pas comme ici. Mais en fait, il y a des traitements très différents. Il y en a qui chantent plus ou moins, et les cachets sont pas toujours les mêmes. Bien sûr. Il est évident que les artistes qui font partie de la tournée ont des notoriétés différentes et de fait ont des nombres de tubes différents. Ah oui. Vous dites que le cachet peut aller de 500 € à 10 000. Voilà, alors 500, ça a pu être le cas au début, c'est sans doute un petit peu plus élevé aujourd'hui, même pour les petits noms, entre guillemets. Ça peut aller jusqu'à 10 000, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque artiste négocie un ensemble de choses avec son cachet. Par exemple, est-ce qu'on prend en charge ses frais? Est-ce qu'on lui prend en charge ses déplacements? Est-ce qu'on prend en charge le salaire de ses accompagnants? Et du coup, l'un dans l'autre, quelqu'un qui touche un petit cachet... L'un dans l'autre, parce que ça, c'est après, alors. Hein. C'est quand le spectacle est fini. Voilà. Et la troisième mi-temps. Et les frais de maquillage, ça doit être énorme. Ah ouais. Et plus ils sont vieux, plus ils ont de tubes. Disons qu'en Quand tout on les cas, ramène à voilà. l'hôpital. Disons que chacun retrouve... Mais alors, avec votre système, s'il y avait eu Claude François, il aurait lui-même payé sa note d'électricité.
Voilà. Non, mais c'est vachement bien ce truc-là. Moi, je trouve que En tout cas, voilà, chaque artiste y trouve son compte. Dites donc, ils se produisent dans des salles monumentales. Uniquement des zéniths ou des palais des alors quoi, c'est au moins 5000 personnes. Voilà. Disons que ce qu'il faut en plus savoir, c'est qu'ils font 2 concerts par jour, donc un à 14h, un à 20h. En moyenne, les plus petites salles ont une capacité de 3000 spectateurs, ce qui fait une jauge à 6000 par jour. Et les très grosses salles, comme par exemple la Halle Tony Garnier à Lyon, peuvent accueillir plus de 12 000 spectateurs. Donc ça fait des. Alors nous avons reçu la semaine dernière Christian Morin qui va présenter la clarinette. Tout à fait. La saison donc, qui commence le 5 mars par Chalon-sur-Saône sera animée, présentée par Christian Morin. Alors, le fait de renouveler la fiche permet de revenir dans des villes qu'on a déjà écumées. Non seulement, mais c'est même un souhait de la production de revenir chaque année dans tous les zéniths de France. C'est un vrai cirque, il y a des semi-remorques, c'est une tournée... comme Johnny. Sans doute pas tout à fait aussi gros que Johnny, mais c'est l'équivalent d'une grosse tournée aujourd'hui. 5 semi-remorques. Moi j'aime bien les grosses tournées. 5 semi-remorques, 70 techniciens qui travaillent, qui arrivent très très tôt le matin pour monter tout le décor et qui démontent jusque très tard dans la nuit, puisqu'il y a donc 2 spectacles et que chaque spectacle dure 4 heures. Donc ça nous emmène très loin dans la nuit. Combien peut-on chanter de chansons au maximum ? Chaque artiste, vous voulez dire? Oui, chaque artiste. Oui. Disons que les grands noms, comme par exemple Michel Thor, vont chanter 5-6 chansons maximum. Et les petits noms de chansons? Les petits noms de chansons. Il y a du playback? Il n'y a pas de playback. Non. Tout est en live. Oui. Et un très très bon orchestre dirigé par Guy Matteoni. Vous rappelez qu'il y a eu une croisière? Il y en a même eu 2. En Méditerranée. La première était particulièrement étonnante puisque c'était le premier voyage du MSC Fantasia, qui est donc un paquebot de croisière. À l'époque, c'était le plus gros paquebot de croisière méditerranéenne construit. Il a été construit à Saint-Nazaire. Et ce qui était étonnant, c'est que la croisière entre Saint-Nazaire et Gênes, qui est son port d'attache, a été affrétée par la production d'Âge Tendre et qu'il y avait 30 artistes à bord. Ah oui. C'est là que Sheila voulait chanter « Ne fais pas par une maladresse, un jour de tristesse, couler le bateau ». Bravo. C'est là participer à la seconde croisière. Alors une pensée pour Albert Resner. Tout à fait, qui s'est éteint au tout début de l'année 2011. Et qui était l'initiateur de Âge Tendre et des Têtes de Bois. C'est lui qui avait lancé l'émission dans les années 60. Avec son harmonica. Oui, magique. Tout à fait, en 61. Et qui avait donné, disons, son aval et son bienveillant accord à cette tournée. Et qui était venu la voir en 2006 au Zénith de Paris. J'avais pu lui parler à cette occasion. Il était effectivement très affaibli, mais il avait l'air très heureux de voir que son concept était repris. Voilà, je vous renvoie à Âge Tendre dans les coulisses par Elsa Fouillac. Et c'est une enquête sur une tournée qui a réuni déjà, et c'est pas terminé, 3 millions de spectateurs. Bravo et merci. Je vous remercie. Allez, direction le grand studio de RTL où nous attendent les grosses têtes et Philippe Bouvard et leur invité d'honneur. Autour de moi sont réunis aujourd'hui Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jean-Jacques Perroni. Présent. Chantal Latsou. Présent. Et Philippe Chevalier. Présent. Et puis, chaque fois qu'il est des nôtres, c'est une vraie fête de famille, car c'est l'un des rares frères de notre époque, c'est Enrico Macias. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Bravo. Oh, il vient nous embrasser en Enrico qui prend place parmi nous. Et ça nous rappelle des souvenirs, pas très anciens, mais très chers. Hein. Quand vous étiez des nôtres, vous vous souvenez, cher Enrico? Ah bah il fait la bise à tout le public maintenant, donc là... Alors asseyez-vous là, cher Enrico. Puis depuis votre dernière visite, il s'est passé beaucoup de choses. On a un peu transformé notre rituel. Et avant d'échanger des propos, je vais vous demander de vider vos poches. Alors attendez, commentez. Ça c'est un Alors c'est un étui à cigares.
Ah, dites donc. J'ai mon cigare. Oh, les dents, Ça, c'est pour séduire les femmes, c'est pour montrer le calibre. Oui, moi, je sors un mégot. Ah, je vous trouve assez diplomate. Ouais. Ah oui. Voilà, ça, Non, mais attendez, vous pouvez plus fumer nulle part le cigare. Ouais, mais on s'arrange, on fait des veillées funèbres et puis... Comme pour le poker. Comme les pokers. Vous avez le même humidificateur que Bill Clinton? Ça y est. Ça dépend des jours et des soirées. Ça dépend. Comment elle s'appelait déjà Monica. Ah, Monica. Mais tu sais que fumer... J'en ai aucune qui s'appelle Monica. Non, mais dingue, fumer hein. par ce côté-là, ça Mais évite le cancer du l'humidificateur poumon. de Clinton, moi je trouve pas mal. Ça on m'appelle Rabbi Gaston parce que c'est le coupe cigare. Ouais, oui. Pour couper le zizi aussi parce que de temps en temps je fais des extras. Oh. C'est un briquet. C'est comme un Oui, il y a tout. Il chalumeau. Hein. Il manque que le cendrier, là. Hein. Je vais pas fumer hein, parce que si je vous le montre, c'est pas pour fumer. Hein. N'ayez pas peur. Bon. Alors, un peu d'argent quand même? Ah bah oui. Oh, il est toujours beau garçon. Regardez-le. Il est beau. Tu l'excites, hein. Oh la liasse. Oh là là. Oh là là. Combien? À peu près 500 euros. Oh là! Ah, c'est beaucoup ça. Ça fait au-dessus de des la années moyenne. qu'on n'avait pas vu ça. Mais j'aime pas faire des chèques. Je préfère. Ouais. Voilà. Puis les banques, hein, c'est pas sérieux. Non. Ouais. 10 fois c'est la sûr. moyenne nationale. Hein. Attendez, j'ai aussi autre chose. Non, on a eu quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. C'est pour passer incognito. Ah ouais, c'est bien. Les lunettes noires. Des lunettes pour le soleil. Il n'y en a Oui. jamais, mais enfin bon. Oui, en ce moment, ça sert beaucoup. Hein. Passeport. si vous Passeport, oui. On Contrôler vous l'a mon pas demandé identité. à l'entrée, non? voulez. Non, on m'a pas demandé, mais les gens, ils veulent savoir si vraiment je m'appelle Enrico Macias. Mais mon vrai nom, c'est Grenacia. Pseudo Enrico Macias. Ah, ils mettent le Ouais. pseudo. Et j'ai maintenant. une belle photo parce que. Non plus, je mets pas une photo comme tout le monde. Hein. Ah oui, dites donc. Mais là, c'est Je l'ai c'est pas découpé une d'une carte photo, ça. postale. c'est pas une photo, c'est un daguerreotype. Hein. Ça remonte quoi, 1900, 1920? Oui, ok. Mais Qu'est-ce je me que vous conserve êtes- pas mal. Vous êtes beau là-dessus. Alors, je regarde s'il y a des tampons partout. Oh oui, Comme ma femme. Non, ah oui, dites donc, vous avez... Ça revient toujours au même truc. Hein. Toujours. Il me parle de l'humidificateur, les tampons. Vous avez roulé votre bosse, hein, là. Ah oui. Oh là 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 là. Ah ouais. Oh, j'aimerais avoir un passeport comme ça. Ça en jette. Hein. Et pourquoi Je vous crois que voulez un c'est mieux passeport que le cigare, ça, pour séduire une dame, de lui montrer que... Oui, mais je vais lui vous, elle montrer à verra chaque fois du le pays. passeport. Je vais lui montrer le passeport. J'ai un pourquoi autre vous- passeport. Pourquoi vous... Philippe, pourquoi vous voulez un passeport? Vous dépensez pas Cannes ou Neuilly. C'est vrai. Il n'y a plus d'octroi non plus. Non, il y a plus- Non, attendez, c'est pas vrai, Et ça vous j'étais à suffit Monaco pour le- l'année dernière. Ah, Monaco. Ah c'est bah vrai. oui, Monaco. Ah, oui. Oh là là, ah oui, C'est on un change autre mon État. argent. Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous vous étiez fait faire les vaccins, j'espère? Enrico Macias, comment fêterez-vous vos 50 ans de carrière? D'abord ici, aux grosses têtes. Ah ben oui. Parce que on a des bons souvenirs Ah ensemble. oui, ça... Pas seulement dans cette émission, mais aussi dans d'autres qu'on faisait avant. Enfin, vous allez faire je sais pas. une fête qui sera Une ouverte scène, au quand public quand même. Ah oui, oui. Ah oui, absolument. Un immense méchoui et couscous à l'Olympia, par exemple. Hein. Non, c'est vrai qu'on va fêter mes 50 ans de carrière. C'est Je beaucoup, trouve ça hein, quand même. 50 ans. Hein. Je trouve que quand j'ai débuté, si on m'avait dit un jour on va fêter tes 50 ans de carrière, déjà de durer 10-20 ans, c'était déjà pas mal. Ah ouais. 50 ans, c'est quand même fantastique. C'est vraiment fantastique. Et 50 ans que le public me suit dans le monde entier. 50 ans, ça prouve que tout ce que j'ai dit dans mes chansons, c'est écouté, c'est suivi. Ah bah, on va parler d'ailleurs des nouvelles chansons où il y a de nouveau des choses qui donnent à penser. Qu'est-ce que vous pensez, ça c'est une incidente, mais bon, l'actualité l'impose, de tout ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui? Mais pour moi, je pense que c'est positif dans la mesure où ça va déboucher peut-être sur une certaine démocratie. Et vous dites peut-être. Je dis peut-être parce qu'il y a les militaires qui sont là. Parce qu'il y a les militaires, il y a les barbus. Alors pour moi, c'est positif. Pourquoi? Parce que les chefs d'État qui sont jetés en ce moment
oublient que s'ils sont à leur place, c'est grâce au peuple. Et quand le peuple n'est pas content, c'est qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. Bon, attendez, il y en a très souvent qui se sont installés à cette place-là sans demander l'avis du peuple. Hein. Oui, aussi. Oh, bah, attendez, oui, mais le peuple a accepté pendant des années. Il n'y avait pas d'élection, les scrutins étaient truqués, et puis il y avait l'armée qui était là. Ouais. Hein. Ben alors laissez-moi quand même continuer. Moi je trouve que cette révolution qui malheureusement c'est un grand sacrifice parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent et qui sont réprimés violemment et avec beaucoup de sang qui coule. Et je trouve ça quand même... j'espère que ça va déboucher avec ce sacrifice-là sur la démocratie. Et d'ailleurs, pour moi, je pense que c'est les plus surpris, ce sont les fondamentalistes et les extrémistes qui ne pensaient pas que le monde arabe allait se révolter dans ce sens-là. Ils sont pris de court aujourd'hui. Ils sont pris de court aujourd'hui. Ils sont pris de court. Et moi, je me mets à la place des responsables iraniens. Eh ben, ils sont mal. Ils sont très très mal à l'heure actuelle. Parce que ce qui faisait la force du monde arabe, à un certain moment, c'est qu'ils se sont impliqués dans le panarabisme, dans l'impérialisme arabe. C'est-à-dire que contre Israël, contre l'Occident... Ouais. Enfin, il y a une Ligue arabe, elle existe toujours. Oui, mais maintenant, ils se sont aperçus que c'est terminé tout ça. Ce fanatisme au profit de la violence et de l'impérialisme, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est un tournant historique. Il ne faut pas que ça s'arrête. Malheureusement, il faudrait que s'arrête aussi la répression dans le sang. Voilà. Vous avez un fils, Jean-Claude. Oui. Et vous en aviez fait un avocat. Puis il est devenu compositeur, arrangeur. Vous pensez que c'est bien? Depuis tout petit, il a voulu faire de la musique. Et pourquoi l'avoir obligé à faire son droit? Ah oui. Est-ce que vous n'êtes pas un peu tordu? Mais un avocat. Non, je suis pas tordu parce que mes parents m'ont obligé d'avoir aussi un diplôme avant de continuer à faire ma carrière. Je les ai écoutés, ça m'a beaucoup servi. J'étais instituteur. Et voilà, et si j'avais pas réussi dans la chanson, j'aurais au moins un métier. Mais c'est trop aléatoire. Mais la musique, je me suis aperçu dans ma famille que c'était une drogue et que c'était un héritage fantastique. Vous pourriez composer un orchestre rien qu'avec vos petits-enfants? Oui, je peux dire oui, parce que Simon joue très bien de la guitare, il chante très bien. Elliot, c'est une sorte d'humoriste en même temps musicien, et il raconte des blagues et tout ça. Et depuis tout petit, il est vraiment fantastique. Julia joue la fille de Jean-Claude, l'aînée. Elle joue du piano et elle sait très très bien chanter, mais pas du Massias, que des trucs américains et anglais. Et elle joue de la batterie, sa sœur. Et le cinquième, Jérémy, le fils de mon fils, il a que 3 ans, mais il est très attiré par la musique. Il est très attiré par la musique. C'est fou l'atavisme. Ouais, très attiré par la musique. Votre papa était musicien. Mon père était un très grand violoniste. Vous vous rendez compte que mes petits-enfants ont 2 arrière-grands-pères et un grand-père qui sont dans la musique. C'est-à-dire leur grand-père maternel, c'est Cheikh Raymond Léris. Et mon père, Sylvain, qui était un grand musicien, grand violoniste. Et puis moi, voilà. Et Jean-Claude, à qui j'ai transmis ce don. Et voilà. Regardez, nous, on a Perroni, là, qui a très souvent fini au violon aussi, lui. Très souvent. C'est désolant, mon petit Fifi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lui aussi s'appelle Jérémy, mais c'est Jérémy m'a tourné. Voilà. Tu vois ce que je subis, mon pauvre Enrico, ici. Je suis le souffre-douleur. En tout cas, je te défendrai toujours, va. T'es gentil. Et si tu vas au violon, je viens avec toi, je t'accompagne à la guitare. Quelle est de toutes les langues que vous pratiquez sur scène la plus musicale? Je pense que c'est l'espagnol. Le ladino, quoi. Le ladino, c'est du juif espagnol. L'italien? Mais je chante pas tellement en italien. Si, je chantais un petit bout de Mon cœur d'attache. Soltanto tu sei l'unico porto di questo cuor, la canzone che mai di più, la canzone che mai di più. On a l'impression que vous voulez nous vendre quelque chose.
Ça a été repris par Berlusconi quand il reçoit ces jeunes femmes. C'est la musique d'ouverture sur l'ongle. La musique d'ouverture du Bunga Bunga. Pourquoi vous êtes-vous adjoint à un coach de yiddish? Parce que c'est pas tellement une langue qui m'est familière. Vous pouvez nous dire quelque chose en yiddish? Parce que c'est finalement une langue qui est faite avec d'autres langues. Hein. Oui, ça vient d'un peu partout. Oui, ça vient surtout de l'allemand. D'Europe centrale. D'Europe centrale, l'allemand. C'est un mélange d'allemand et d'hébreu. Je voulais que je vous chante un refrain en yiddish. Spreis ich mir mit die Giche noch a Ferdel zum Jari. Lieden Tester kling ich mir. Una Liedel sing ich mir. Après c'est facile. La 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 la. Ah oui. La 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 la. Voilà. Ah oui, ça, la c'est du yiddish aussi. Ah bah oui, c'est international. Ouais. C'est massiasien. C'est très joli, ça rappelle un peu le violon sur le toit, hein, un petit peu. Oui, c'est le violon sur le toit, il s'est inspiré de la musique yiddish. Pourquoi vous accompagnez-vous plus volontiers à la guitare qu'au piano alors que vous pratiquez les deux instruments? Ah non, je pratique pas très bien le piano. Moi, je vous ai vu au piano, vous êtes bien aussi. Ah. Bon, c'est pas Beko, mais quand même, c'est pas mal, hein. Je suis vraiment nul à côté de Beko, hein, vraiment. Mais la guitare, c'est mieux qu'un piano. Surtout pour le voyage, hein. Non seulement pour le voyage, mais quand je prends du poids, ça me cache mon ventre. Mais il faut avoir les bras de plus en plus longs. Qui est Yababé? C'est un pays, une dame ou des chaussures de sport? Non, c'est une onomatopée. Ah, c'est une onomatopée. Vous savez, les deux pays de onomatopée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Yababé? C'est Yababababay, bye, 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 bye. La nuit, je vois les étoiles. Yababababay, c'est comme la. Qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Voilà, c'est tout. Comment vous dites? Yababababay, bye, bye, bye. Yababababay. Il faut vous le faites bien, vous devriez faire un duo. Vous allez bourrer l'Olympia tous les deux. Oh là là, Philippe Bouvard et Enrico à l'Olympia en duo pour la première fois. Dans Yabébébébé. Moi, ils en ont une autre, ils vont faire des gnognos, des kikis, des gnocchis. Je vous verrais bien chanter ça en courant dans votre jardin à Cannes avec le coach derrière. Avec un coach. Pourquoi faut-il aujourd'hui jouer plus fort, chanter même plus fort que ne le faisaient nos parents? Jouer plus fort maintenant, non, c'est un petit peu comme pour les tziganes. Jouer plus vite, jouer plus fort. Oui. C'est pour que la fête soit bonne. Mais souvent on augmente les décibels parce que... non, alors là, si vous me parlez de ça, je vous dis, je suis contre. Bon. Je suis absolument contre, à tel point que j'ai envisagé un jour de faire un spectacle sans aucune sonorisation. Voilà. Comme faisaient mon père et mon beau-père. Ils n'avaient pas de micro. Et on chantait devant des milliers de personnes. Et ceux qui sont pas contents, on leur donne une bonne paire de baffles. Dites donc, à l'Olympia, vous pouvez faire chanteur et humoriste. Ah là, il va prendre tout le métier. En tout cas, il faut faire l'âne pour avoir du son maintenant. Est-ce que les séfarades salent vraiment leur cuisine avec des larmes? Ça, j'ai trouvé cette image superbe, mais un peu outrée quand même. Non, parce que chez nous, nous avons, surtout dans la cuisine marocaine, on mélange la cuisine sucrée et la cuisine salée. Alors, quand c'est la cuisine qui est sucrée, elle est salée par les pleurs. C'est une phrase de Eliet Abékassis qui m'a écrit le texte des séfarades. Et je trouve que c'est une très très belle image, et c'est la vérité. On a tellement souffert dans notre histoire, comme les Ashkénazes d'ailleurs, que souvent on faisait la cuisine en pleurant. C'est joli ça. Oui. Qu'est-ce que tu peux en savoir? Toi, tu es une feignasse, tu fais jamais la cuisine. Oui, mais... Il peut y avoir aussi deux jolies perles qui coulent des grands yeux bleus de Chantal le long de ses joues maintenant. Quand t'as pas de sel, c'est vachement bien. Oh, je crois pas qu'elle soit du genre à pleurer à chaudes larmes. Bah si, quand t'épluches des oignons. Ça dépend des jours. Tu cuisines en plus. Quand j'écoute Enrico Macias, j'ai très tourneboulet.
Elle le dit à tout le monde. Hein. Ça fait toujours plaisir. Je crois que t'as une ouverture là, Enrico. Elle de chanter les gens du Nord, j'aime Il y a bien. une quand bonne il ouverture là. Ouais, là, t'as une ouverture, là, tu peux. Les gens du Nord. Elle est jolie, elle est jolie, Eliette Abécassis. Hein. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah bah, Regarde, elle demandait. En plus, c'est une bonne romancière. Hein. Ah oui. Mais d'habitude, vous avez besoin de personne pour écrire vos paroles. Si, c'est Jacques de Marny. Oui. Le pauvre Jacques de Marny nous a quittés. Vous en avez écrit aussi Oui, j'ai écrit moi aussi pas mal de chansons, mais aux paroles et musiques. Mais moi, je suis plus spécialisé pour la musique que pour les paroles. Parce que les paroles, je suis enfermé dans mon langage habituel. J'ai du mal à me renouveler, mais j'ai besoin de travailler en équipe avec des auteurs. Et je voudrais rendre hommage à Jacques de Marny qui a écrit pratiquement presque tout mon répertoire et des drôles de chansons comme Les gens du Nord, Les millionnaires du dimanche, Noël à Jérusalem, des classiques, des classiques. Vous vous souvenez de ce que vous chantiez à la terrasse des cafés? Oui, bien sûr. Je chantais surtout les chansons d'Aznavour parce que j'en avais pas encore. Non, c'est vrai, je chantais les deux guitares, Esperanza d'Aznavour, et puis chanter quelques chansons que j'avais écrites. Naturellement, sans les déclarer à la SACEM, parce que aux terrasses des bistrots. Oui. Non, personne, il n'y avait pas de contrôleur. Non. Et ça rapportait de quoi manger. Bah, c'est déjà ça. Enrico disait donnez, donnez, donnez. Ouais. Mais c'est un bon souvenir parce que j'ai appris pas mal mon métier en chantant dans les terrasses de café. Est-ce que le tennis est un sport familier? Tunis? Le tennis. Le tennis, oui, c'est un sport que j'ai pratiqué, mais que j'ai vite arrêté parce que j'ai eu tout de suite un problème d'épaule. Bah écoutez, on va vous y remettre, mais ça sera pas dangereux, vous allez voir. C'est du tennis verbal et je vais demander à Jacques Maillot de bien vouloir arbitrer notre rencontre. D'abord parce que ça va lui faire un peu d'exercice. Et ensuite parce que c'est un bon connaisseur. T'as mis ton maillot de tennis? Ça commence. Voilà, vous entendez les balles, ce sont les questions, les réponses. Vous êtes prêt, monsieur l'arbitre? Je suis prêt, monsieur Bouvard. Enrico Macias, qu'est-ce qui vous appelle encore Gaston? Tous ceux qui m'ont connu avant. Et puis ceux qui me connaissent récemment et qui ont de la sympathie pour moi m'appellent Gaston. Parce que quand on vous appelle Enrico, c'est qu'on vous aime pas. Si, mais Gaston c'est plus familier, c'est plus ancien. Sympa. Vos petits-enfants vous appellent Gaston? Et puis ça me rappelle un petit peu mes études parce que quand il y avait une nouvelle classe et qu'on faisait l'appel, quand je disais Gaston, j'étais tout de suite adopté par les autres élèves. Ah oui. Ça leur faisait rire. Oui, voilà. Oui, alors Bernard Mabille vous demande comment vos petits-enfants vous appellent-ils? Vous appellent Gaston, les petits-enfants? Non, ils m'appellent Papy. Ah oui, bah oui. Papy, et le dernier m'appelle Papeux. Papeux. Allez, je mets un point à Gaston. Hey, par contre, quand j'étais instituteur, on m'appelait, je ne m'appelais pas encore Enrico, on m'appelait Tonton. Parce qu'il m'aimait comme un père. Ah ouais. Vaut mieux se faire appeler tonton que tata, hein, pépère. Il vaut mieux. Je l'ai amené, celle-là. Ouais, tu me l'as. Est-ce que Maurice Boudboul va bientôt reprendre du service? Oui. On a fini de tourner. Maurice Boudboul a un rôle un peu plus étoffé que celui du numéro 2. Et j'ai passé des moments fantastiques dans La Vérité si je m'en numéro 3 et qui va sortir, je pense, j'espère un peu avant, mais dans un an à peu près. Très bonne boule pour Enrico. Un point de plus. 2 points. Comment expliquez-vous que le cinéma ne vous utilise que dans des rôles comiques? Parce que, comment vous dire, j'ai des expressions devant la caméra qui sont comiques. C'est plus fort que moi. Peut-être que dans la vie, je le suis un peu moins, mais au cinéma, dès que la caméra commence, j'ai
petit rictus qui fait rire les gens. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme Fernandel. Il a essayé de jouer des rôles dramatiques. À chaque fois, il était comique. À chaque fois. Enfin, je me compare pas à Fernandel. Hein, attention. Hein. Allez, un point de plus pour Enrico. Est-ce que vous reviendrez un jour au théâtre? Oui. Oui, parce que c'est grâce au théâtre que maintenant je fais du cinéma. Je dis pas que le théâtre a été une grande réussite pour moi. Parce que, bon, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du metteur en scène, ça dépend des autres comédiens, ça dépend de l'histoire de la pièce, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je reviendrai au théâtre parce que j'adore cette discipline qui est plus difficile que je ne pensais. J'ai un peu négligé la rigueur de cette discipline et ça m'a permis de faire du cinéma mieux que si j'avais pas fait du théâtre. Enfin, vous étiez très crédible parce que je me souviens que vous nous avez raconté un jour que dans une pièce, vous étiez travesti en femme, oui. Et que dans la coulisse, il y avait un pompier qui vous avait fait des offres. Hein. Ah ben oui, c'est-à-dire que comme j'étais habillé en femme à la fin de la première partie, j'étais obligé de rester pendant l'entracte habillé en femme pour la deuxième partie, toute la deuxième partie. Et il y avait une loge où il fallait monter des escaliers. Et donc j'avais tout le temps les talons aiguilles, ma robe et tout. Ah oui, ça excite ça. Et je montais comme ça, et sans le vouloir, je bougeais mon derrière. À quoi On le fait pas là, on tient plus déjà. À cause des Vous avez eu tort de le lancer là-dessus. Je sens un regard pesant sur moi. Je tourne ma tête et je vois le pompier qui me suit. Oh, dis donc. Oh là là. Il me dit... Mais vous êtes bien en travesti comme ça. Oh là là. Ça vous va très très bien. Hein, je dis, va niquer le con de ta mère. Vous voulez dire que lui, il vous offrait ces deux parties. Ah oui, le théâtre. Mais attendez, il savait quand même que c'était vous et que vous étiez travesti. Ah bah oui, moi je pensais qu'il vous avait pris pour une vraie femme. Hein. Mais avec les pompiers... de dos, oui. Avec les pompiers, il faut se méfier de la chose lance. Hein. Je crois que je vais donner un point à Philippe Bouvard de la part du pompier. Madoff vous a-t-il remboursé une partie de ce qu'il vous avait fait perdre? Mais moi j'ai rien eu avec Madoff. Non. Moi j'ai rien eu avec Madoff, j'ai eu avec un problème avec une banque, ouais. Avec une banque, une filiale luxembourgeoise de la maison mère en Islande, qui m'a prêté beaucoup plus d'argent que je n'en demandais. Et ils sont généreux ces gens-là. Hein. Ouais, ils sont généreux pour bien s'amuser avec. Et moi j'étais le dindon de la farce. Je suis une victime dans cette histoire qui avance très bien pour que je m'en sorte. Alors il paraît qu'on commence à rembourser les victimes. Oui, il paraît qu'on commence à rembourser les victimes, mais... vous attendez toujours. Moi, j'attends même pas qu'on me rembourse. C'est de se rembourser eux-mêmes, mais ils ont tout perdu. L'argent, c'est pas mon argent, c'est leur argent. Oui. Mais ils vous réclament quand même de l'argent pour mais ils peuvent couvrir attendre le prêt. parce qu'ils ont fait des malversations voilà. Moi, je leur dois rien. Mais parce que c'est eux qui me doivent. Vous étiez pas méfiant, hein. Mais écoutez, n'importe qui aurait plongé dans ce piège parce que j'avais affaire à une maison d'État, je veux dire une banque d'État. J'étais à milieu de penser que ces gens-là faisaient des arnaques pareilles. D'habitude, les arnaques sont faites par des particuliers ou des sociétés particulières. Mais pas une grande banque. Mais pas une banque d'État. C'est incroyable. C'est comme si la Banque de France, elle vous faisait une arnaque. Allez, un point de perdu, 2 de plus pour Enrico, 5 points. Pourquoi trimballez-vous souvent sur vous des cartes de visite? J'ai aucune carte de visite. Ben, pas aujourd'hui, mais on vous a surpris plusieurs fois avec des cartes de visite que vous distribuez à des jeunes femmes. Ah non. Je leur prends carrément leur téléphone, je l'enregistre dans le mien. Ah d'accord. Ah oui, c'est plus rapide. Voilà. Il n'y a pas besoin de carte de visite parce que on est noyé dans les cartes de visite, on ne sait plus où on en est après. Non mais c'est bien d'avoir le répertoire complet de ces conquêtes sur... Enfin, s'il n'y a pas d'indiscret qui plonge dedans, évidemment. Qu'est-ce qu'il est en train d'embrouiller, Pépère là? C'est curieux. Pas du tout. C'est curieux, oui. C'est Vous bizarre. voulez voir mon répertoire? Oui. Voilà, c'est ça qu'il veut savoir. Alors, Annie Cordy. Oui. Jeanne Fusier-Gire. Arlette. Ah, Arlette. Arlette Chabot. Aline.
Et pour qu'elle revienne. Alina. Ah oui, il y a de la nana. Hein. Alexandrine. Et toujours par ordre alphabétique. Alice. Oui. Eh ben oui. Avec le nombre de prénoms qu'il y a, à Z, on sera Alix. pas... Attendez, mais je vais arriver à Z. Et AC, t'as rien? À Z, il va tomber sur Zobina. C'est un harem, hein. Bon, j'en ai d'autres, mais... curieux. on n'a pas le temps. Oui, non, mais c'est indiscret quand même, Philippe. Ça, Philippe, quand même. Oui. Alors. Je vais donner un Mais point à Alice, Philippe, c'était là. Alice Sapritch à l'époque. Bon, oui. Je donne un point à Philippe, là, parce que c'est une question pernicieuse. Là. Non, monsieur Maillot, je vous rappelle que les questions ne sont jamais indiscrètes, ce sont les réponses qu'ils sont. C'est ça. Bah, je vous donne un Oh point. là, ça c'est dur. Ça c'est dur. Souhaitez-vous que Bouteflika, qui vous a interdit de revenir en Algérie, prenne lui aussi sa retraite? De toute façon, c'est pas lui qui décide si je vais en Algérie ou pas. Alors donc, qu'il prenne sa retraite ou pas, ce n'est qu'une apparence de pouvoir. Pour moi, hein. Ah bon? Ouais. Il est manipulé? Bien sûr. Bah, ça fait une drôle de petite marionnette, hein? Oui. Mais il a peut-être passé ses annuités, il peut peut-être Les pas marionnettes, prendre vous sa savez retraite, comment on les fait bouger, on leur remet un doigt en dessous. Hein. La retraite de dictateur, c'est à quel âge? On ne sait pas, il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas de retraite, Il n'y a pas de normalement. retraite, ouais. Parce que je me souviens de cet espoir qui avait fait naître en vous l'invitation d'un officiel français qui se rendait en Algérie et qui vous proposait de l'accompagner. Hein. C'est exact. Et moi, je l'ai prévenu que s'il y avait eu un problème, pour l'intérêt de la France et pour l'intérêt général, il fallait qu'il se rende en Algérie sans moi, s'il le fallait. Et en plus de ça, le Parce président... qu'il y avait eu des menaces, hein. Non, mais le président lui-même a été critiqué avant son voyage, et il est quand même y allé pour l'intérêt général de la France. Ouais. Voilà. Moi, quand je vais au Maghreb, j'y vais avec Michel Alliot-Marie. C'est plus... Ouais. T'es pas là pour faire des commentaires, Philippe te demande de donner des points. 6 points pour Henry. Et 1 point de plus pour Philippe, là. Combien consommez-vous de bananes par an? Moi, j'aime bien les bananes. Ben oui, moi aussi. J'aime bien les bananes. Surtout que je suis un petit peu comme un sportif. Avant de rentrer en scène, je mange toujours une banane pour me donner un petit peu de force. Puis quand on la mange pas, on peut se la mettre sur le front. Ouais. Mais Pour ne pas dire ailleurs. Voilà, c'est ça. Vous l'avez cherché, là. Hein. Mais quand t'en manges le plus souvent, c'est quand t'es en tournée au Canada. Ma banane au Canada. Là, ça vaut 1 point pour Perroni, 1 point pour Enrico. Et 1 point pour Maillot. Est-ce que vous préféreriez vous mettre à la diète, alors que vous avez une bonne fourchette, plutôt que de vous attabler si il y a 13 convives? Ah Si non, vous j'aime refusez- pas. Vous refusez, hein? Je refuse. Ah ouais. Je refuse. Surtout je s'il y a à Je manger suis que très pour 12. Hein. superstitieux uniquement pour ça, Ah oui, mais pour c'est- des raisons qui me sont propres. Et C'est-à-dire que vous avez constaté que c'était une superstition, mais que oui, parfois... à chaque fois, malheureusement, il y a eu un gros malheur derrière. Mais il paraît que ça vient de la Seine, ça. Parce qu'ils Quand elle étaient- est en crue? Oh, mais qu'il est con, celui-là. Oh, mais qu'il est con. Alors, je suis en train d'expliquer quelque chose. quelque chose d'intéressant, de culturel. Donc la Seine, d'après Léonard de Vinci, ils étaient 13. C'est pas d'après Léonard de Vinci qu'ils étaient 13. Bah, d'après le tableau. Ah bah d'après le tableau. Bon, et c'est de là, comme il y a eu Judas, et c'est là où ça aurait porté Oui, parce qu'ils malheur. étaient 13. Parce qu'ils étaient 13 à Les table. 12 apôtres. et- Non, il y a une explication beaucoup plus banale et quotidienne, c'est parce que les assiettes et les couverts sont vendus par douzaines. Bah oui, c'est ça. Donc ça fait un surcoût. Bah oui, ça fait un surcoût. Vous avez raison, Philippe. On voit bien le matérialisme athée qui règne dans cette station. 1 point de plus pour Enrico. Quels avantages possédez-vous en tant qu'ambassadeur de l'ONU? Aucun. J'en ai voulu aucun pour avoir ma complète liberté de. Mais vous avez penser, des de missions parole. parfois? Oui. Alors, par exemple? Ben, j'ai fait une tournée à travers toute l'Afrique pour essayer de. Sous le drapeau de l'ONU, alors? Oui, il y avait beaucoup de femmes enceintes qui avaient le sida et l'enfant qu'elles portaient avait le sida et tout ça. Et je me suis confronté à des problèmes de trithérapie, parce qu'il fallait une trithérapie pour soigner les... Ouais. Donc, il fallait il n'en avait financer pas les les soins. moyens. Ben oui. Non, c'est pas moi. Moi Non, je- non, ça, ben non, ça bien demande sûr. beaucoup d'argent. Mais je me suis un petit peu accroché avec les laboratoires qui ne voulaient pas faire de concessions aux Africains. Et finalement, je les ai obligés à
a envoyé des médicaments presque gratuitement pour essayer de les sauver du sida. Ça, c'est bien. Hein. Voilà. 2 points de plus pour Enrico Macias. Ah oui, C'est mais dommage parce qu'un point de plus, ça aurait fait un 9 maillot. Ça fait longtemps qu'on la prépare, tous les deux, je dis. Fais attention, vise bien. Il faut que le score le permette. Hein. Oui, c'est pour ça que là, il est passé tout de suite à 10. Alors c'est avec regret. Tu parles. Un amer Je constat. t'ai lobé, là. Oui, tu m'as lobé. Et une dernière question avant les autres. À quel âge les enfants savaient-ils lire et écrire lorsque vous étiez instituteur? Entre 5 et 6 ans, ça dépend. Ah oui, c'est plus le cas aujourd'hui, hein? Malheureusement, non. Et vous savez, on s'attachait beaucoup aux problèmes d'orthographe. On dit que l'orthographe, ça sert à rien, mais avec l'histoire des textos maintenant, c'est horrible. Oui. Comme des gens qui sont vraiment en période d'examen pour passer le baccalauréat par exemple, le nombre de fautes d'orthographe qu'ils font, c'est terrible, quoi. Il faut dire que la grammaire française, elle est un peu spéciale aussi. Hein. Oui, c'est dur. Un peu spécial. Hein. Ouais. Bon, allez, on met un point de plus pour l'instituteur, quand même. Et on fait le total, monsieur Œuf-Maillot. Alors, Œuf-Maillot, il y a presque 9 points d'écart, 8 points, puisque vous perdez par 11 à 3. Ah bah oui, mais ça méritait pas mieux pour moi et ça méritait davantage pour Enrico. Merci, monsieur Œuf-Maillot. On va vous appeler comme ça, Œuf-Maillot. On va l'appeler Œuf Maillot. Oh bah Œuf-Maillot, maintenant voilà. T'as un pantalon neuf maillot. Et ça fait un peu SS, hein. Œuf-Maillot. Première citation envoyée par monsieur Scran de Dunkerque qui a dit « Dans la grande partouze de la vie, les grenouilles ne portent pas de culotte. » Michel Audiard. Non. Céline. C'est un Français? Alors, il est d'expression française, mais il n'est pas français, et il vit toujours. Il est Et je pense que Enrico, Gaston le connaît bien. Peter Ustinov. Mais non, il vit toujours. Ah non. Il vient de la Méditerranée? Non. Félag? Non, c'est un grand écrivain, on t'a dit. Il n'est pas d'origine maghrébine. Ah, Hein. bon. C'est Sioran? Non, mais non, on a dit vivant. Il vit toujours. C'est un auteur dramatique, non? Il écrit des pièces. Et pourquoi Enrico le connaîtrait? parce qu'il fait le même métier que lui. C'est donc Charles Aznavour. Charles Aznavour. Non, mais ça commençait bien. Ah, c'est Charles Trenet. Non, il est mort. Non, il est vivant. Charles Dumont. Non. Non, Charles. Son prénom c'est Charles. J'ai pas dit que son prénom c'était Charles, j'ai dit que ça commençait bien. Ah, Chacha. Charlélie la couture. Chaland. Alors, c'est Qui fait le même. ça commence par A. Ça commence par Chabit. Non, chat. Chat. Dis donc. C'est pas Chacha Distel, puisque. Bah non. C'est pas Chaban-Delmas. Chat. Chatouille-moi le bigoudi. Non, c'est pas ça. Mais c'est Charles Bois. Charles Bois. Oh, Charles. Alors bravo, monsieur Scran, et puis vous allez Oh, recevoir j'aurais dû le savoir, ça. votre Je voyais 300 quelqu'un du euros. Sud. Mais vous avez dit grand écrivain. Alors que Charles Bois, que quand il a Pas soif. dit grand écrivain. Et bon, celle-là, elle n'est pas terrible non plus. Alors, j'ai sous les yeux les nouvelles chansons. Il y a de loin. Alors, c'est aussi Madame Abécassis qui a... Non. Non. Il vaut mieux l'avoir de loin, c'est Marc Estève qui a écrit le texte. Oui. Et la musique est de Sokold, qui est un spécialiste de la musique yiddish, qui a le premier modernisé la musique yiddish, surtout aux États-Unis, où il est très, 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 très connu. Mais alors, ce sont des textes qui sont des petits poèmes, hein, donc même si on retire la mélodie, il reste toujours quelque chose. On peut avoir des extraits de loin? Moi, j'ai un faible pour Yababé. Toujours. Bien. Ça va être votre tube, ça. Yababé. J'aime bien qu'on me parle comme un demeuré. Yababé. Bébé. Ah, bébé. Ça va. Ajouter que je suis un débile mental. Mais non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Ce sont des onomatopées pour le refrain. Boubou Yababé. Ça va bien. Il y avait la chanson de Dutronc, la Kumpapadé. Ah oui. Awagagogo, 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 Akumpapadé.
la compa palais, Awagagogo, 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 la compa palais, Est-ce qu'on peut le resservir? Là, on en est qu'au premier whisky. C'était du tronc, ça. Alors, nous avons cherché dans la sonothèque des grosses têtes quelque chose qui vous amuse, qui puisse également vous émouvoir. Et on a retrouvé une séquence où Jacques Martin improvisait une invitation qui s'adressait à vous. Quand tous les Israéliens tendront la main aux Algériens, j'ai quitté un jour l'Algérie pour retrouver ma Valérie. Adieu couscous, adieu chouchouka, mais je préfère Valérie, tes beaux draps, peu. Valérie, avec toi, je veux t'aimer toujours. Valérie, avec toi, passer la nuit à faire l'amour. C'est une chanson cachère. Il était fantastique. C'est improvisé comme ça. C'était improvisé. C'est fantastique. ce Totalement documentaire. improvisé. Mais moi, c'est la première fois que je l'entends. Et avec un sens du rythme. Hein, Mais qui c'était au piano? Non, mais le sens de l'humour. T'es vu au piano, non? Non. Et l'imitation. Oui, L'imitation. Et de l'improvisation. Il était le champion du monde de Mais l'improvisation. qui c'était qui jouait, qui l'accompagnait au piano, là? Parfois, quand Jean-Yann était là, c'est lui qui se mettait au piano. Ah ouais. Oui. Il accompagnait même au Jacques beat chant. Lesage, dit-on. Oui. Qui était le pianiste de Thierry Leluron. Oui, bien sûr. Oui. Et d'Edith Alors, Piaf. question de Madame Toulousian, qui a dit « Ce qui rend heureux, c'est d'être heureux ». Johnny Hallyday. Oui. Johnny Hallyday. C'est Bernard. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et ça, c'est irréfutable. Hein. Bernard a lu tous les grands philosophes. Oui. J'ai lu tout Johnny Hallyday. C'est un bouquin qui fait 2 pages. C'est fabuleux, ça, parce que... Bon, on peut se moquer sur le moment, mais quand on réfléchit... Quand on réfléchit, qu'est-ce que vous voulez? Il faut prendre 2 Alka-Seltzer. C'est une vérité implacable. Hein. Oui. Il avait dit, il y a 3 choses dans ma vie, Laetitia et ma moto. Eh oui. C'est vrai. Et, attends, c'est vrai. Et il avait dit, quand il avait fait le Paris-Dakar, on a pris 3 quarts d'heure de retard, sinon on aurait été là 3 quarts d'heure avant. Non, mais là, vous faites un portrait de lui. Mais non, mais c'est vrai. Mais non, j'aime beaucoup Johnny. Mais sur ses vraies Il est phrases. intelligent, il gamberge, et quand il veut, il parle pas mal. oui, hein. Mais oui. Question de Monsieur Lucas. Autrefois, comment appelait-on la musique de régiment des tirailleurs nord-africains? C'est nous les Africains, non? Non. Non, ça c'est un des airs qu'ils avaient. La Nouba. La Nouba. La Nouba. Et Dieu sait que vous l'avez faite souvent. Hein. Ah oui, c'est Bonne pour ça que je réponse de connais. Péroni, la Nouba. Il y avait un très beau film de Laurel et Hardy qui s'appelait Les Compagnons de la Nouba. Ouais. Ils étaient postés à Montélimar. Oui, c'est très bien. La Nouba de Montélimar. Oui. Eh oui, c'est formidable. Alors en fait, c'est de la musique, mais au sens la fanfare. La fanfare, hein. Oui, c'est pas ce l'orphéon. qu'on joue, c'est les musiciens qui jouent. Oui, C'est la Nouba. l'orchestre. Question de Monsieur Folenfant. Lors de la guerre du Golfe en 1991, pourquoi le grand rabbin d'Israël autorisa-t-il les Juifs pieux à se raser la barbe? Pour le masque à gaz. Oui, pour les masques à gaz. Bonne réponse de Bernard Mabille. Vous savez, quand il y a eu la guerre du Golfe, il y avait Saddam Hussein qui regardait à la télévision son pays complètement détruit par les fusées, les bombes, les trucs et tout. Et au loin, il y a Tarek Aziz, son premier ministre, qui arrive et il lui fait comme ça, 2 doigts. Lui dit quoi? On a gagné la guerre? Et Tarek Aziz, il dit, il reste que toi et moi. Alors, vous souvenez-vous que Didier Gustin vous a fait un canular, vous a joué un tour pendable? Ah ben oui, quand, Eh ben écoutez,
la voix de... Oui, Ouais, et on a le récit de ce canular, et je crois que vous l'avez bien pris, de la bouche même de Didier Gustin. Vous venez de sortir un disque qui s'appelait le Vent du Sud. Et comme on le recevait dans l'émission le lendemain, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc, j'ai mis De Vos. Allô, bonjour, je voudrais parler à Enrico Macias. Oui, c'est lui-même. Oh, bonjour, c'est Raymond De Vos. Oh, quel honneur. Quel honneur, depuis le temps que je vous admire, monsieur De Vos, vraiment. Pourquoi, quel honneur que ça me fait, pourquoi vous que vous m'appelez. Puis voilà. La semaine prochaine, je vais faire Chancel, à l'époque il y avait Chancel. Je vais faire Chancel la semaine prochaine et j'ai vu vous ressortir un disque qui s'appelait Le Vent du Sud. Il me fait effectivement comme oh là là, que ça me fait l'honneur que vous ayez peut-être acheté mon disque. Non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai écouté. Alors, à la radio. Alors, figurez-vous que moi j'ai un sketch qui s'appelle Le Vent du Nord. C'est pas vrai. Je vous jure. Alors, je vous propose un truc, on va faire Chancel. Je serai assis sur une chaise, je dirai mon sketch sur Le Vent du Nord et vous, votre chanson sur Le Vent du Sud, et vous tournerez autour de moi. Qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, alors là, je vous dire, il n'y a aucun problème. Monsieur De Vos, je vous admire tellement, je dis oui tout de suite. Bon, alors, vous voulez que je vous dise un petit peu le début du sketch, quand même, pour que vous ayez une idée. Allez-y, je vous écoute. Le vent du Sud qui va vers le Sud, et le vent du Nord qui va vers le Nord. Et là, il y a un long silence, il dit, qu'est-ce que c'est beau. Alors, bon, c'est vrai, ça s'est déroulé comme j'ai ça. marché, mais ça s'est pas déroulé exactement avec le même texte. Non. Pas vrai. Mais vous avez marché, hein. Mais j'ai marché, c'est vrai, j'ai dit quel honneur. Mais quel honneur. Mais comme c'est beau, mais comme c'est beau. Et tout. J'ai vraiment cru que c'était Raymond De Vos qui me parlait. Et quand je suis arrivé à l'émission, j'ai dit, il est où Raymond De Vos? Question de Madame Royer-Donfleur. Quel est l'auteur de la musique originale du film Ciao Pantin? Coluche, non? Non. Non. C'est un acteur qui d'habitude ne fait pas de musique ou c'est un musicien, c'est un chanteur? Alors, c'est d'abord un musicien, c'est aussi un chanteur, c'est un dessinateur. Charles-Denis Couture. Charles-Denis Couture. Bonne réponse de Bernard Mabille. Charles-Denis la Couture. Eh oui. C'est un personnage étrange, hein, d'ailleurs. Venu d'ailleurs. Qui a plusieurs facettes. Il vit à New York. Très attachant. Il fait de la peinture à New York. Oui. Ah oui, Il fait de la peinture à New York, de la dentelle à Calais. Oui. Et Et des lentilles au puits. Des lentilles au puits, bien sûr, et du nougat à Montélimar. Voilà. Et des bêtises à Cambrai. Bien sûr. Et des pipes à Saint-Claude. On a fait le tour. Hein, Oui, je pense que l'affaire est faite. Et à Pau, il fait des gilets. Alors complétons la fiche de notre frère avec, pour commencer, les petits boulots. Des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. J'ai vendu des calendriers. De l'année ou de... Oui, bon, je disais... c'est bas. Je vendais les calendriers, je leur disais comme ça, l'année 1962 est assez proche. Est-ce que vous pouvez me prendre des calendriers pour les pauvres aveugles, pour les pauvres... Je faisais du porte-à-porte. Et je me rappelle, j'avais mis mon plus beau costume, enfin, c'était un vilain costume, mais pour moi, il était le plus beau. Et c'était le seul costume que j'avais. Et il fallait faire du porte-à-porte. Et je n'avais pas de parapluie. J'avais pas de manteau. Et il pleuvait des cordes. Quand je suis arrivé, à la fin de la journée, les manches m'arrivaient là. Le pantalon, il m'arrivait là. Non, mais c'est terrible. Qu'est-ce que vous en avez fait, vous l'air filé à Philippe? Le premier baiser. Mon premier baiser, c'est avec Suzy. On était tout jeunes. On était encore adolescents. Puis on a été au cinéma ensemble.
Je lui ai dit, tu veux voir, il y a un beau film. D'ailleurs, c'est simple, c'est bizarre les coïncidences. Le cinéma s'appelait l'Olympia. Et j'ai choisi un cinéma tout près de sa maison. Comme ça, on n'avait pas beaucoup à marcher en cas. J'avais peur qu'elle change d'avis. Alors on a été au cinéma, puis on s'est embrassé pour la première fois au cinéma. Ça a été un peu dur. C'est-à-dire que... C'est normal, c'est l'amour, ça. Oui, mais... Pour toi, ta gueule. Mais quand j'ai commencé, j'ai plus arrêté. Du coup, on n'a même pas vu le film. Ah oui, mais c'était quoi comme film, justement? J'allais te demander. C'était quoi? Je sais pas. Même plus. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Aladdin et la langue qu'une idée, moi. J'avais qu'une idée en tête. Naples au baiser de feu. Oui. Le cinéma, c'était la garçonnière du pauvre. Mais oui. C'était bien sympathique, hein. Ah, encore un souvenir, comme disait Carmet, c'est une anecdote de tournage qui évoque un rôle que vous teniez avec Gad Elmaleh. Tourner ensemble sur La Vérité si je mens, et puis on tourne la scène du mariage de José Garcia, une scène de mariage qui doit se tourner normalement en 3 jours, qui se passe en 2 minutes dans le film, et qui se tourne en 3 jours. C'est le premier film d'Enrico Macias. Il arrive sur le plateau, on lui donne un costume, il joue sa scène, il est très heureux. Le lendemain, on lui redonne le même costume, puisque c'est la même scène. Il appelle la costumière, il dit, dis-moi toi, je vais porter tous les jours la même tenue ou quoi? Il dit, écoute, Enrico, on est en train de tourner la même scène. Oui, mais il y a quand même un minimum, je vais pas me trimballer dans ce film toujours habillé de la même manière. Écoute, il y a des limites. D'accord, mais écoutez, c'est la même scène. Le réalisateur lui dit c'est la même scène. José Garcia lui dit c'est la même scène. Le lendemain, on lui donne le 3e costume. Il y en a marre, j'en ai marre de ces conneries. Les gens ils vont dire Enrico Macias, il s'habille toujours pareil ou quoi? Alors, est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'assume, mais c'est vrai, c'est la vérité. La honte de l'invité d'honneur. C'était la semaine dernière, hein, je crois. Ben oui, il n'y a pas longtemps, j'ai chanté à Lyon. Et juste avant de rentrer en scène, il y avait des escaliers. Il y avait une rampe, je me tenais à la rampe. Moi, j'étais tout à fait bien. J'avais pas ni de traumatisme, ni rien du tout. J'étais bien. Puis d'un coup, je rate les 3 dernières marches parce que la rampe terminait avant les 3 dernières marches. Oui, c'est une connerie. J'ai pas vu les 3 dernières marches. J'étais préoccupé par le spectacle. Et je suis vraiment tombé, mais vraiment grave. Mais je n'ai rien eu. J'ai rien eu. Je comprends pas. Jusqu'à présent, j'ai rien. Peut-être que ça va se déclencher un jour, mais je sais pas. J'ai rien eu. Mais seulement, j'étais un peu sonné. Comme il y avait déjà la musique qui démarrait, j'étais obligé de rentrer en scène comme ça. J'étais complètement sonné et j'avais même un peu honte d'être tombé. Parce que quand on tombe, on a honte d'être tombé. Et puis ça fait marrer les autres en plus. Oui, mais ça fait. Oui. Mais je comprends parce que moi-même j'ai rigolé quand on doit tomber. Alors bon, je comprends. J'avais honte parce que j'étais pas en état de démarrer bien le spectacle. Mais vous Philippe, vous pouvez pas savoir, vous tombez jamais de haut, vous. Dans nos souvenirs, on a retrouvé Jean-Yann. Jean-Yann qui, ce jour-là, improvisait une recette de cuisine méditerranéenne, mais vous allez voir, un peu loufoque. Je trouve la bar mitzvah bien supérieure à la paella, alors. Mais arrête! Parce que dans la paella, j'aime pas beaucoup le mélange avec entre le poulet et les langoustines. Oui, c'est vrai. Tandis que dans la bar mitzvah, je trouve que les moules et les huîtres, c'est mieux, ça va bien. La bar mitzvah aux fruits de mer, hein, attention. Et puis j'aime beaucoup dans la bar mitzvah, ce que j'aime beaucoup, c'est les types qui remuent, tu sais, comme ça, et qui la font tourner avant de la mettre dans le four avec les champignons, les anchois, les machins comme ça, tu vois. Oh, moi j'en ai mangé en Italie des quantités, alors. C'est drôle. Ah bah il délirait toujours, hein. Il savait pas où il allait, mais à la fin il... Ah bah il savait. À la fin il savait. À la fin il savait. Je voudrais rappeler, avant la dernière citation, que on avait beaucoup de raisons de recevoir aujourd'hui Enrico Macias. L'affection d'abord. Ensuite, le voyage d'une mélodie. J'ai sous les yeux... Des poches. Ça fait encore rire depuis le temps. Donc, très jolie photo qui vous représente en pleine action musicale. Hein. L'Olympia. Oui. Bon.
Du 24 au 27. Eh oui. Voilà. Et puis après, la grande tournée. Mars, hein, je précise. Oui. Et puis une grande tournée à travers le monde, Et en France, bien sûr. Je commence par la France, le monde, je reviens en France, le monde, je reviens en France. Le monde, c'est-à-dire l'étranger, quoi. La Corse. Non. L'île de Ré. Non, mais c'est ça qui est génial avec la musique. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye. Monaco. Dernière citation de M. Borin de Bougival qui a dit « Vivre est une chanson dont mourir est le refrain ». Jean-Paul II. Non. Charles Dumont. Non. De Gaulle, un chanteur. Alors non, il chantait pas. Il avait même dit Victor Hugo. Je défends de mettre Victor Hugo. des notes au bas de mes mots. Et c'était Victor Hugo. Bien sûr. Oh là là. Ah, on va s'offrir ça, cher Chantal, là-dessous. Oui. C'est vous qui allez raconter la belle histoire de Monsieur Sagot de Saint-Paterne. Est-ce qu'elle est cochonne? Ah oui. Alors, Elle va le devenir, en tout cas. elle m'excite. deux blondes, déjà, ça commence. Alors, deux blondes tombent en panne sur une route de campagne. Elles sortent de la voiture et se mettent à la pousser. Survient un paysan avec son tracteur qui, plein de bonnes intentions, leur demande « Dites donc, mes petites dames, voulez-vous que je vous tire avec mon engin ?» Attends, c'est pas fini. Non, merci, répond l'une des deux. Ce serait autrement avec plaisir, mais nous sommes pressés, déjà en retard. Oui, mais moi d'habitude quand je viens ici, je raconte toujours des histoires. Alors ne me demandez même pas de vous raconter une blague. Vous en voulez une? Même deux. Alors, il y a un jeune homme, il rentre dans une pharmacie. Il dit bonjour, je voudrais un préservatif s'il vous plaît parce que j'ai rendez-vous avec une belle jeune fille chez elle à la maison. On va dîner ensemble et je suis sûr que comme ça marche très bien entre nous, on va aller dans sa chambre et j'ai besoin d'un préservatif. Et alors il lui vend le préservatif. Il va pour sortir, il revient sur ses pas et il dit excusez-moi, ma copine, elle a une sœur, elle est belle. Donnez-moi un deuxième préservatif. Il va pour sortir, il revient. Il dit, leur maman, elle a un certain âge, mais elle a encore d'une beauté, d'une sensualité, elle est sexy, elle est extra. Donnez-moi un troisième préservatif. Et il prend les 3 préservatifs et il s'en va. Il arrive à son rendez-vous, il arrive dans la maison de ces 3 femmes. Ils sont en train de prendre l'apéritif, et ils se mettent à table. D'un coup, le père de famille, rentre, s'installe, ils font les présentations en vitesse, comme ça. Il se met à table, à côté de sa copine et de l'autre sœur. Il est entre les deux. Et d'un coup, il met ses 2 mains sur la tête, comme ça, puis il dit « Doux Jésus, mon doux Jésus, merci. Merci de me donner ton pain quotidien. Merci pour l'hospitalité de ces gens. Merci. » Alors sa copine lui dit « Mais dis-moi, je savais pas que tu étais croyant comme ça. » Il lui dit « Moi, je savais pas que ton père était pharmacien. » C'est-à-dire que en faisant sa prière, il se cache le visage, ce que la radio ne nous a pas permis de Oui, mais ils ont compris. Hein, oui, là, oui. Dans le studio, oui. Voilà, un grand merci à Enrico Macias, d'abord d'être venu nous voir, ensuite d'avoir raconté cette histoire qui va faire le tour des chaumières. Merci, bravo, à demain.